Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition des Jeudis de Corbera de février 2024. Rapide élément de rappel, les Jeudis de Corbera, c'est donc un temps d'échange qui est proposé par la gauche républicaine et socialiste. Un temps d'échange ouvert à tous et toutes, que vous soyez militants, sympathisants ou simplement curieux et citoyens soucieux de l'actualité. C'est donc l'occasion ici, pendant 1h30, de renouer avec une pensée en action, de renouer avec un vrai débat, et un débat qu'on souhaite éloigner du prêt-à-penser médiatique. Alors nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Patrick Veil. Patrick Veil, merci beaucoup pour votre présence, votre disponibilité. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes un de nos plus grands spécialistes des questions liées à la nationalité, du droit des immigrés, la laïcité, auteur de plusieurs ouvrages de référence, je ne les citerai pas tous, mais qu'est-ce qu'un Français, la France et ses étrangers. Vous êtes aussi un chercheur qui a été mobilisé à plusieurs reprises par le pouvoir politique pour son expertise. Vous avez été membre du Haut Conseil à l'intégration, de la commission Stasi, et puis vous intervenez très régulièrement dans le débat public, et encore tout récemment dans Le Monde du 13 février. On sera amené à en parler à la fin de l'entretien. Le sujet qu'on a souhaité aborder avec vous ce soir, il est large, c'est quelle politique républicaine d'immigration et d'intégration. Donc, je vous propose qu'on déroule l'échange en 3 temps. Revenir ensemble sur la loi immigration, qui a été promulguée tout récemment, le 27 janvier, après quand même un processus relativement chaotique. Nous aborderons ensuite la question de l'intégration aujourd'hui en France, qui est certainement le sujet le majeur pour nous et invisibilisé dans le débat public. Et puis enfin, on abordera ce cas très particulier d'actualité de Mayotte aujourd'hui, qui a fait l'objet de votre tribune dans Le Monde. Et bien sûr, 3 temps qui seront entrecoupés par des échanges avec la salle. Je vous propose donc qu'on parte sur le premier sujet. Je viens de le dire, la loi immigration. Cette loi, justement, dans l'article du Monde, vous la qualifiez de loi mineure. Donc j'aimerais bien que vous développiez ce qualificatif. Écoutez, c'est un projet de loi qui a été initié par le ministre de l'Intérieur, qui voulait avoir son nom sur une loi et qui ne savait pas très bien quoi mettre dedans. Donc il a présenté quelques dispositions. Les dispositions principales, c'était la réduction du nombre des recours dans les processus d'expulsion d'autonomie à la frontière, de recours possibles, et puis aussi la mise en cause d'une tradition que nous avons depuis la ratification par la France de la Convention de Genève sur les réfugiés, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un rejet d'une demande d'asile, le recours se fait devant une cour d'appel composée de 3 membres, un représentant du Conseil d'État, un représentant de l'administration et un représentant du Haut Commissariat des réfugiés. Et on a maintenant un système où la règle va être le juge unique et l'exception sera la décision à 3. Or, je vous rappelle, on a rappelé avec le récent décès de Robert Badinter comment on avait aboli la peine de mort dans notre pays, mais on peut encore décider de la peine de mort si on renvoie un demandeur d'asile en ayant mal évalué le risque qu'il courrait si on le renvoie dans son pays d'origine. On peut l'envoyer à la mort. Et donc, il vaut mieux, dans ces cas-là, décider à 3 que tout seul. Voilà. Et c'était pas compliqué. La loi en a décidé autrement. Voilà ce qu'il y avait dans cette loi. Alors, ça a duré des mois et des mois. Ça mettait le sujet de l'immigration dans le débat. Et quand on met ce sujet dans le débat, on en sait exactement les conséquences. La première ministre de l'époque, Mme Borne, a dit oh, ben, il faut un petit volet d'équilibre. Donc on va mettre des mécanismes de régularisation pour les travailleurs en situation irrégulière dans les métiers en tension.
Alors ça, c'est franchement une tarte de fruits. Parce que la France a maintenant, depuis la loi Chevènement de 98, et à laquelle s'est rajoutée la loi Sarkozy, 8 ou 9 dispositifs de régularisation des étrangers en situation régulière. Et particulièrement des travailleurs dans les métiers en tension. Donc il n'y avait absolument aucun besoin de faire une loi nouvelle. Il suffisait de changer une instruction qu'on a appelée la circulaire Valls et qui aurait dit maintenant on instruit que dans ces domaines de travail en tension, on régularise. Alors pourquoi je dis que c'est une loi mineure? C'est parce qu'elle ne répond en rien à la situation nouvelle qui s'est développée depuis une quinzaine d'années. Je vais essayer de résumer brièvement. Quand vous regardez le tableau de l'évolution de la population immigrée en France, on voit, je ne sais pas si vous voyez ce tableau, qu'il y a, une grande stabilité entre les années 70 et 2000 de la proportion de la population immigrée. Et à partir de 2000, il y a une forte augmentation de la population immigrée et de sa part dans la population totale. Et donc, on passe de 7,8% à 12,5%. Et ça, c'est le... Voilà. Alors, certains disent, oui, enfin, c'est beaucoup moins que dans d'autres pays. Sauf que dans d'autres pays, il y a eu une décision du gouvernement, Mme Merkel, par exemple, a décidé d'accueillir des immigrés, et donc c'est organisé pour le faire. Donc a prévu les moyens sociaux, l'accès au marché du travail, logistique, d'organisation. Elle a décidé d'accueillir des centaines de milliers de réfugiés syriens, et s'est organisée pour le faire. Nous n'avons rien décidé du tout, nous n'avons absolument pas annoncé que nous avions planifié, nous voulions planifier l'arrivée d'immigrés. Donc en réalité, quand il y a une augmentation de 40 à 45% de la population immigrée sur 20 ans, ça veut dire 100, 150, 200% dans certains quartiers. Dans certains, voilà. Et évidemment que ça a un impact sur l'école, sur les services sociaux, sur les demandes de logement, etc. Et si donc on ne s'organise pas, ça crée du désordre social et politique. Et c'est cela, d'abord c'est cela que l'on subit. Et ça n'est pas dit. Parce que ça n'est pas la question de ne pas accueillir, mais c'est qu'il faut bien accueillir. Il faut donc prévoir. Or, cette loi n'organise rien, et du point de vue de l'organisation de l'immigration, et du point de vue de l'accueil, rien. Donc c'est une loi, c'est pas une loi mineure, c'est une loi contre-productive. Parce qu'elle donne le sentiment qu'elle règle les problèmes alors qu'elle n'en règle aucun. Alors, prenons les problèmes un par un. Une grande partie des débats d'ailleurs et du sujet, c'est le fait que des étrangers viennent en France parce qu'ils y trouvent du travail. Ils y trouvent du travail. Quand on parle des métiers en tension, c'est qu'il y a du travail. Mais dire, on va faire des régularisations, ça c'est pas une politique. Une politique de régularisation, c'est une politique d'échec de la politique d'immigration. Puisque la régularisation, ce sont des gens en situation irrégulière, ils ne devraient pas être en situation irrégulière. On devrait organiser leur venue, si on en a besoin. Alors la question est de savoir, est-ce qu'on en a besoin? Et je pense qu'il ne faut pas prendre les Français pour des cons. Ils sont très pragmatiques, mais il faut prendre les choses par le début. Bon. Est-ce qu'on a besoin de travailleurs dans tous ces secteurs en tension? Moi je le vois, je suis parti maintenant à Nice, où je vois des restaurateurs, des hôteliers qui ne trouvent pas de main-d'œuvre. Et alors, je demandais, je connais le président de l'association des commerçants du quartier, est-ce que vous êtes en contact avec la fac? Parce qu'il y a des étudiants qui, pour faire serveur le soir ou veilleur de nuit, seraient probablement intéressés. Des étudiants français ou étrangers. Ah ben bon.
personne n'a jamais eu en contact avec la fac, c'est quand même un problème, parce que il y a là des possibilités pragmatiques. Vous avez prenons un autre sujet. Jusqu'à il y a une vingtaine d'années, les facs commençaient mi-octobre, l'université. On a avancé le début des facs. Il y avait une tradition de faire les vendanges. Ouais. En avançant l'année universitaire, on empêche les étudiants de faire les vendanges. Donc du coup, qu'est-ce que font les agriculteurs, ils font appel. Alors après, moi j'en ai des échos. Bon, on peut dire, essayons de faire travailler les chômeurs ou les gens qui sont au RSA. C'est pas possible. Parce que s'ils vont travailler au RSA, ils perdent, enfin ils doivent réduire. Alors là, vous voyez donc qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas du tout. Hein, parce que ça, c'est pas du domaine de la com, c'est du domaine du travail, département par département, secteur par secteur, d'adaptation de nos pratiques, de mise en connexion de secteurs qui ne se parlent pas, peut-être d'amendement de nos lois afin de répondre à une demande. Et je pense que si déjà on s'organisait pour dire, voilà, la priorité, c'est de mettre sur ces métiers en tension, quand ils sont évidemment respectueux de la législation du travail, des conditions de travail, etc., des gens qui ont envie de travailler, ben, il faut organiser cette connexion. Et ça n'est absolument pas fait, ni par les maires, ni par les préfets, par personne. Donc ça, franchement, c'est le début des choses à faire. Alors après, je disais, si on a besoin de régulariser, c'est qu'on va laisser les gens venir en situation irrégulière. Donc ça veut donc dire que, une fois qu'on aura fait le travail de vérifier que tous ceux qui aspirent à rentrer sur le marché du travail ont trouvé des moyens de se connecter avec le marché du travail, et puis après on dit, ben, ça ne suffit pas, d'abord on a besoin de certaines qualifications, on a besoin... Eh bien, on ouvre des bureaux de recrutement. On l'a fait après la Seconde Guerre mondiale. On décide d'ouvrir des bureaux dans des ambassades, et on dit, voilà, la France a besoin de ce type de travailleurs, et on connecte les entreprises qui ont besoin avec ce bureau, et on s'organise. C'est ça une politique d'immigration. Parce que dire on fait des régularisations, c'est inciter les gens à venir en situation irrégulière. Donc c'est totalement mentir, c'est laisser vivre au fil de l'eau ce sentiment de perte de contrôle que les gens ont de la politique de l'immigration, et pas que de la politique de l'immigration. Donc c'est en ce sens que je dis que cette loi n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'elle aurait dû faire. Et en abordant les questions, franchement, je me suis retrouvé dans un débat 2 fois de suite face à 2 députés du Rassemblement national du Sud. Et il y en avait un qui avait déposé, un de leurs collègues dans le Vaucluse, qui avait déposé un amendement pour exempter les chefs d'entreprise de moins de 11 salariés de la pénalité pour le travail clandestin. Oui. Pourquoi il l'avait fait? Parce que c'est leurs électeurs. Les mêmes qui parlent de remplacement, de l'invasion, etc., font eux-mêmes appel. Eux-mêmes appellent à l'immigration irrégulière. Eux-mêmes disent à leur cuisinier, t'as pas un cousin au village, et si tu le fais venir, je m'occupe de tout, etc. Donc c'est cette hypocrisie qu'il faut casser, et en prenant les choses dans l'ordre logique, commençant par voir ceux qui bloquent la mise en contact des gens qui cherchent du travail avec ceux qui en offrent, et puis si ça ne suffit pas, évidemment, et ça ne suffira pas, il faut organiser, avoir le courage de dire on crée des bureaux de recrutement dans les ambassades, et on choisit les ambassades, etc. C'est ça une politique d'immigration. On n'avait pas vu, il y a 25 ans, que l'immigration continuerait. Maintenant, on le voit, donc on l'organise. On n'organise pas son arrivée en situation irrégulière, et ensuite une sorte de pouvoir discrétionnaire de la police. Alors, ça, c'est autre chose qui est clair. Nicolas Sarkozy
a décidé, du temps, je veux dire, depuis 1945 jusqu'à Sarkozy, il y avait 3 pôles dans la politique d'immigration. Il y avait le ministère de l'Intérieur, le ministère du Travail, et il y avait le ministère des Affaires étrangères. Tout a été mis à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est faire le ministère de l'Intérieur? Les ordres de quitter le territoire. Et il est incapable d'organiser le travail, comme je vous dis. Il est absolument incapable. Donc ça ne marche pas. Les OQTF, c'est même pas 7% de reconduite. Mais parce que les OQTF, c'est déjà un signe d'échec. Ouais. Ça veut dire que vous avez laissé rentrer des gens en situation. Faire un OQTF, c'est pas un succès, c'est un échec. Bon. Donc dire j'ai décidé de survenir, c'est catastrophique vis-à-vis des gens. Parce que ça donne ça montre qu'on est dans une situation permanente d'échec. Donc il aurait fallu faire le bilan de tout ça et décider probablement de mettre en interministériel, c'est-à-dire à Matignon, un service de direction de la politique d'immigration avec vraiment des gens qui reçoivent le soutien prioritaire du Premier ministre et qui interviennent pour... Si on veut vraiment faire de la politique d'immigration une priorité, il faut appeler les présidents d'université en disant désolé, mais vous remettez vos débuts de l'année. Alors il faudrait que les vendanges soient avancées maintenant parce que la cause du réchauffement. Non, il faut adapter, voilà, il faut que les gens se coordonnent, il faut qu'on travaille ensemble. Voilà. En tout cas, ce que vous pointez là, c'est le premier chiffre que vous venez d'avancer. Ce n'est pas un simple ressenti de la population. Il y a une augmentation sur le territoire national de l'immigration. Voilà, c'est une réalité. Et ce que vous pointez surtout, c'est l'espèce d'aveuglement ou de non-volonté de gérer de manière opérationnelle et pragmatique cette situation. Et en même temps, dans les mêmes temps, un sujet qui a occupé le devant des médias pendant quasiment 6 mois, alors que ce n'est pas, quand on regarde les sondages, ce n'était pas le sujet de préoccupation quand même majeur des Français à ce moment-là. Écoutez, un sujet et pas de il se trouve que bon, moi quand j'ai vu le projet de loi, ça me fait penser à ce qu'a dit Clémenceau, inutile de demander une loi pour avoir l'air de vouloir faire ce qu'on aurait pu faire jusqu'à présent sans un texte nouveau. C'est exactement ça. Tout ce que je vous dis sur la nomination du marché du travail, ça ne demande aucun texte nouveau. Aucun. Donc le ministre n'ayant rien fait du tout, fait une loi. On donnait l'impression qu'il ne pouvait rien faire parce qu'il n'y avait pas sa loi. C'est comme ça que ça se passe. Et ça n'a pas du tout... Voilà, Est-ce que je peux poser une question? Je vois bien la critique et je crois que c'est une piste d'entrée majeure qui est de dire réfléchissons à notre politique d'intégration avec tous ces volets. Non, pas d'intégration, d'immigration. Je suis en train de parler d'immigration. Oui. D'immigration. Et mettons en œuvre des systèmes qui permettent de répondre aux besoins d'immigration dont le pays peut avoir besoin après avoir étudié toutes les autres possibilités, etc. Parce qu'il y a toujours aussi la concurrence sociale potentielle dans l'esprit de nos concitoyens entre des gens mal traités socialement parce que immigrés, etc. Mais reste qu'on est face à un afflux d'immigration clandestine et dont la question de la gestion de cette immigration clandestine interroge. Parce que c'est pas simplement... Alors c'est vrai qu'en laissant filer, on peut penser que l'immigration clandestine vient plus facilement parce que les gens savent qu'au bout du compte... Bon. Mais quelle est la stratégie qu'on peut avoir par rapport à tous ces... Si d'ailleurs, pour le coup, quand je dis qu'elle est clandestine, on peut considérer que c'est des migrants, pour une large part qui demandent le droit d'asile, et qui, pour une large part aussi, ne relèvent pas tout à fait de la législation du droit d'asile. Donc, malgré tout, il y avait quand même l'idée, alors dans la loi ou pas dans la loi, mais de raccourcir les délais pour traiter sérieusement, ça qui ne veut pas dire expédier avec un seul juge, les dossiers de droit d'asile, ne pas avoir des recours tellement longs qu'une fois que les gens sont là, le retour au pays paraît infaisable. Est-ce que sur ces sujets-là, tu aurais des préconisations, des méthodologies bon, parce qu'on entend des choses assez différentes. Je ne parle même pas de ce que dit le Front National, mais entre des gens comme Pascal Brice, qui propose à la limite un certain nombre de centres intra-français où on accueille,
ou des gens comme Didier Lesky qui disent on ne peut pas laisser dans la nature tout le monde et puis après faire croire qu'on va pouvoir les ramener. Est-ce que toi, tu as un regard particulier là-dessus? Alors, je pense qu'il y a deux sujets, enfin, il n'y a pas que deux d'ailleurs. Le premier sujet, c'est les pays de départ. Alors, d'abord, si les gens partent, c'est que parfois ils vivent dans des dictatures, ils n'ont plus de quoi se nourrir, ils ont quelques ressources, parce que pour partir, ils doivent avoir des ressources. Voilà. Et ils prennent des risques extraordinaires, et ils font preuve d'un incroyable courage. Pour traverser toutes ces frontières, parler un peu plus fort. Pour traverser toutes ces frontières, prendre parfois des bateaux qui risquent de couler, etc. Alors, nous sommes liés à nos voisins de l'Union européenne par des accords de Schengen et de Dublin, qui ont été initiés par François Mitterrand, mais soutenus au moment où ils ont été signés. D'ailleurs, ils ont été signés par Charles Pasqua. Et pourquoi ils ont été signés par Charles Pasqua? C'est parce que Pasqua était favorable à l'immigration. Vous vous souvenez qu'il a été partisan de l'immigration zéro. Donc il pensait que les accords de Schengen l'aideraient dans cet objectif. Et pourquoi il le pensait? Parce que les accords de Schengen et les accords de Dublin, un peu dans la même logique, prévoient que le pays qui reçoit le migrant est chargé de traiter de sa situation. Donc, comme nous sommes entourés dans nos frontières terrestres, qui sont les plus faciles à franchir, de pays, sauf la Suisse, de l'Union européenne, et qui sont rentrés dans Schengen et dans Dublin, après tout, ça fait toujours 5 mois de travail pour la police française si les polices des pays voisins font le travail de contrôle. C'était ça la logique. Je vais vous raconter une histoire. Juste après la signature des accords, j'étais allé faire une visite à la frontière avec la Belgique. J'étais voir le commissaire. Et le commissaire me dit « Je suis ravi, parce qu'avant je mettais des policiers au passage de l'autoroute qui, au bout de 10 minutes dans les gaz carboniques, ils étaient à moitié, on ne peut rien faire, ça servait strictement à rien. Maintenant, je peux les mettre, parce que Schengen, ça n'est pas la suppression des contrôles. C'est la possibilité de faire des contrôles partout. Et c'est la suppression du contrôle statique à la frontière, qui n'est pas le plus efficace. Alors, il me disait, je dis, vous les mettez où maintenant? Je les mets à l'entrée des toilettes de la station-service, de la station d'essence, la plus proche. J'ai dit, pourquoi ça? Il dit, parce que les Français qui vont s'acheter de la drogue aux Pays-Bas, ils stressent un peu avant de passer la frontière. Et quand ils l'ont passé, ça les détend et ils ont envie, ils ont des besoins. Et là, je sais que quand je fais le contrôle, eh ben, j'en chope beaucoup plus que si je mets un type à la... Voilà, donc si vous voulez, si vous avez des stratégies, c'est une bien meilleure utilisation des gardes statiques, par exemple, c'est ce qui est plus... Ouais, c'est pas du tout efficace. Bon. Donc, c'était ça l'idée. Mais ce qui se passe, c'est que nos partenaires ne respectent pas ces accords. Et je dois dire que je n'ai pas entendu le président de la République, le ministre des Affaires étrangères. Il y a eu un moment, quelques incidents avec l'Italie, qu'on a d'ailleurs bien humilié dès l'arrivée de M. Macron au pouvoir, en allant faire des accords au Niger, etc. Et non pas, parce que je vous rappelle que le 1er janvier 2017, M. Macron, dans une tribune du Monde, déclare « S'il est une erreur que les Européens ont faite, c'est de ne pas avoir cherché d'emblée une réponse commune face aux défis migratoires. Quand l'Italie affrontait seule l'arrivée de réfugiés à Lampedusa, au point que le pape François s'en est vivement ému, ni la France ni l'Allemagne n'ont été au rendez-vous. De même, les Grecs ont été en ligne, dépassés, démunis, face à la fuite. Est-ce que vous croyez qu'il est allé aider les Grecs et les Italiens? Pas du tout. Mais, excusez-moi, mais... Excusez-moi, je continue. Donc, on n'a pas du tout organisé la négociation qu'on devait faire avec nos voisins en disant on est prêt à vous aider à condition que vous ne nous envoyez pas tout ce dont vous ne voulez pas, en les envoyant sans papier, passer la frontière française. Et moi, j'entends sans arrêt des récriminations à l'égard des Anglais, parce que nous avons les accords du Touquet, etc.
Et au moins, je dirais que les Anglais, on discute avec eux, il y a des trucs, on dit qu'ils ne respectent pas, on renégocie. Je n'entends pas du tout ce type de discussion avec l'Espagne, avec l'Allemagne, avec l'Italie, alors que pourtant, c'est de là que l'immigration irrégulière provient en majorité. Donc ça, c'est la première chose. Alors après, il y a à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là encore, c'est pas la peine de vouloir faire des inventions. Sous Michel Rocard, Premier ministre, il y a eu un rapport demandé au directeur de l'OFPRA, M. Dopfer, qui a tout écrit. Il a dit exactement, Marie-Noël, ce que tu disais. Et il a dit il faut garder la protection juridique, mais il faut accélérer les procédures. Donc il faut démultiplier les cours d'appel, et il faut qu'on règle les cas en 6 mois. En 1 ou 2 mois à l'OFPRA, et en 3 ou 4 mois dans la procédure d'appel. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que si on avait vraiment voulu faire de cette politique-là une priorité, le Parlement aurait créé des ressources propres, là encore à Matignon, des crédits exceptionnels que l'on puisse immédiatement dégager en cas d'afflux de demande d'asile. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, quand il y a des afflux, il faut augmenter le nombre d'officiers de l'OFPRA, il faut passer des concours, il faut ceci, il faut cela. Rien n'est organisé pour répondre rapidement à des demandes imprévisibles. Or, l'asile, ça peut être des crises imprévisibles. Et bien ça n'est pas organisé. Ça fait 25 ans qu'on pouvait l'organiser et qu'on pouvait voter tous les ans des crédits exceptionnels qui ne sont pas obligatoirement dépensables, mais que le Premier ministre peut dépenser parce qu'on fait revenir des magistrats à la retraite, des conseillers d'État qui s'ennuient après qu'ils soient plus au boulot, on leur dit voilà, on va créer, on a besoin d'un afflux, et franchement ça marche. Et pareil, et tout ça, ça s'organise. Ça n'a pas été organisé. Et alors après on dit voilà, regardez la situation, donc maintenant il faut réduire les droits. C'est ça, c'est pour ça que c'est très choquant. Parce que tout avait déjà été vu. Mais l'intelligence politique, la volonté politique a été absente. Et le sujet de l'immigration, on le met à l'ordre du jour, mais on n'en fait pas la priorité des choix de politique publique du gouvernement. Et c'est ce qu'a dit, entre les lignes, le rapport de la Cour des comptes, qui est sorti après le vote de la loi, et qui a bien dit ça, que la politique de l'immigration n'était pas la priorité du ministère de l'Intérieur. Et que c'est pour cacher le fait que ça n'était pas sa priorité que M. Darmanin a fait son projet de loi. Françoise, tu voulais réagir? Oui, au moment où vous êtes intervenu sur les Allemands, les Italiens, puis je ne sais plus quel autre pays, les Espagnols, qui ne faisaient pas leur travail, moi j'avais entendu dire au petit écran que l'Italie ne voulait pas faire les contrôles qu'on lui demandait. Elle ne voulait pas les faire. Mais, alors, bon, Mais avant de dire qu'ils ne veulent pas, il faut peut-être causer un peu sérieusement. bien sûr. C'est un travail de compromis. On a vraiment été humiliant au moment où Macron est arrivé au pouvoir, qu'il y avait un gouvernement de centre-gauche, qu'il avait promis de l'aide, qu'il n'a rien fait du tout. Et moi j'ai toujours dit, si on ne fait rien, les Italiens peuvent se venger 100 fois. Voilà. Donc c'est tout. Donc ce sont des graves erreurs, du point de vue diplomatique, du point de vue stratégique, et que cette petite loi mineure ne changera rien. Et sur les reconduites à la frontière, Mais, parce qu'une fois, alors là, c'est un point sur juste... lequel je l'ai dit d'ailleurs. Alors, dans les centres de rétention, on mélange des gens très dangereux avec des pauvres gens qui travaillent dans les cuisines ou dans les restaurants qui ne sont pas dangereux du tout. Mais on les met dans les mêmes endroits. Moi, quand j'ai fait mon rapport à Jospin et à Chevènement, j'avais dit qu'il faudrait peut-être créer des centres de rétention judiciaire où on mettrait les sortants de prison, parce que les gens dangereux, on ne les met pas, on ne les mélange pas. Alors maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, d'après ce que j'ai compris, Darmanin disait de ne mettre dans les centres de rétention que les gens dangereux. Les autres, ils les interpellent même pas, ils ne les gardent pas. Ça c'est
Je suis d'accord, c'est la priorité. Mais voilà. Ok. Ce que vous décrivez, c'est qu'on est en train, en France, de construire une cocotte minute quand même, par cette non-volonté politique de gérer la question migratoire. Alors ce que je dirais, et je vais le dire pour tous les autres sujets qu'on va aborder, c'est que par exemple les élus peuvent intervenir. Par exemple, mettre en contact, je le dis aux élus, mettre en contact dans une ville universitaire les étudiants avec les commerçants, ben ça peut se faire partout. Hein. Le préfet ne le fait pas, le maire peut le faire. Bon. Donc il y a aussi, je crois que, là il y a la question, moi je pense que parfois la gauche est hors sol sur ce sujet, et qu'elle devrait prendre ce genre d'initiative, que les maires de gauche organisent ça, qu'ils ne soient pas toujours dans l'exigence de droits supplémentaires, etc., et qu'ils organisent la connexion entre les étudiants qui habitent la ville, ou les villes d'à côté, avec les commerçants qui ont besoin de main-d'œuvre. Mais il y a quand même une chose, moi j'entends tout ça, je pense que ça... Mais est-ce que tu crois vraiment que si on avait à la fois cette politique de recrutement dans les bureaux et de recrutement quand on a besoin, après ce long processus de mise en adéquation d'un marché du travail avec ceux qui en demandent, ça tarirait le flux des gens qui veulent venir? Non mais, on ne peut pas tarir, on peut réduire. On est bien d'accord. On ne va pas... On est un pays, on se prévaut tous les ans d'être le plus grand pays du tourisme au monde. Il faut voir les chiffres. 100 millions. Bon, là, vous allez voir les Jeux Olympiques. On va battre encore des records. Ben, vous avez envie que les gens viennent pour les Jeux Olympiques. Vous n'allez pas faire en sorte de les contrôler tellement que finalement ils ne viendront plus. Donc en réalité, c'est un métier très difficile. C'est une tâche très difficile. C'est pour ça qu'il faut que ce soit une priorité. C'est une des politiques les plus compliquées à mener, parce qu'elle a des implications diplomatiques, avec nos voisins, avec les pays d'origine. C'est extrêmement compliqué. Les gens, on les entube avec des slogans sur ces sujets. Yaka, yaka. Je vais vous donner un exemple. Dans la loi qui est finalement une partie de la loi qui a été rejetée, il y avait on va faire des quotas. Alors ça, c'est le truc de la droite, une partie de la droite. On va faire des quotas. Alors, on ne peut pas faire les quotas, on ne va pas limiter le mariage des Français avec les étrangers. Donc là, il n'y a pas de quota. Alors, on ne va pas limiter les demandes d'asile, donc il n'y a pas de quota. Donc le quota, c'est les quotas de travail. Aujourd'hui, vous êtes au milieu de l'Asie, de l'Afrique ou de l'Amérique latine, et vous n'avez pas de connexion, vous voulez venir en France. Vous ne savez pas comment ça se passe. Si tout d'un coup, vous entendez le ministre de l'Intérieur annoncer des bureaux de bravement, non, j'ai réduit, enfin, il annonce 10 000, mais lui, il dit, j'ai passé de 20 000 à 10 000. RFI va diffuser 10 000 cartes de séjour l'année prochaine, mais 10 000, je suis tout seul, je viens. La réception du chiffre de 10 000 sera largement différente en France et à l'étranger. Tous les pays qui font des quotas voient se démultiplier l'immigration irrégulière. Parce que ça attire des volontaires. Ils disent, moi je suis tout seul, j'ai ma chance. La France vient d'annoncer 10 000. C'est une bêtise absolue. Et pourtant, dans tous les débats sur l'immigration, vous entendez, ça revient tout le temps. Et tous les pays européens qui avaient cru que le système américain, qui est complètement débordé justement par l'immigration irrégulière, était un système de bonne gestion de l'immigration avec des quotas, ont arrêté les quotas. L'Italie, l'Espagne. En revanche, ce que tu dis sur la mobilisation des maires est territoriale sur les besoins non pourvus, oui, en essayant de voir déjà les potentialités exactement locales. Moi, j'avais été frappée par une proposition, je crois que c'était Pascal Brice, qui proposait que dans chaque département, il y a une commission avec les élus locaux, un certain nombre, la chambre de commerce, la chambre d'industrie, etc., sur justement c'est quoi les besoins non pourvus sur nos territoires. Et essayer de trouver des pistes de comment on y répond. Parce que c'est très localo-local. Hein. Mais exactement, donc si les préfets veulent faire le boulot, les présidents de conseils départementaux mais on pourrait faire ça. Et je vois par exemple, même on a un débat au CISE sur le logement des saisonniers.
Oui. C'est la même chose, personne ne s'en occupe. Mais... En réalité, quand tu prends un territoire, des endroits, notamment en zone rurale, ou par exemple chez toi dans la Drôme, où il y a pas mal de vergers et de saisonniers pour les fruits, il y a quand même c'est pas le centre de Paris, il y a quand même des potentialités de mobiliser des logements, de faire des travaux d'amélioration, etc. Personne ne coordonne. Exactement. Donc il y a ceux qui ont envie, qui sont des gens qui font ça bien, dans certains paysans font ça très bien, certains, des fois ils mutualisent entre eux, mais ce que je veux dire par là, il n'y a effectivement pas de volonté de mettre autour d'une table des acteurs publics et privés pour se confronter à des besoins difficiles auxquels il n'est pas facile de répondre. Et ça devrait être fondamental. Et les gens, en plus, ça devrait être obligatoire. Ils le savent localement. Et ils pourront dire, ah ben j'ai une chambre chez moi. Bien sûr que les gens le savent qu'on en a besoin des saisonniers au moment où il y a un ramassage des fruits et légumes, des vendanges, etc. Donc tout ça, et les gens voient bien qu'on n'organise plus du tout ça. Oui. C'est ça qui les affole aussi. C'est le sentiment d'avoir un état hors sol. Et d'ailleurs, il disait, on va passer peut-être au point suivant, il disait c'est aussi ce qui va permettre de légitimer, d'expliquer aux Français que non, on ne peut pas répondre à tout. Parce qu'il y a à la fois mieux répondre aux besoins, mais il y a aussi la vérité des prix. On ne peut pas toujours répondre à tout. Et puis c'est aussi, après avoir fait cet effort, que si on a fait tout ce qu'on pouvait, regardez. Voilà, et là, les gens, ah ben oui, ils auront vu que l'effort a été fait, alors qu'ils le voient, que rien n'est fait. Donc là, ils ne sont pas d'accord. C'est vrai. Donc si on essaie de faire un peu la synthèse de cette dernière partie, vous plaidez pour une vraie politique migratoire organisée, structurée, j'ai envie de dire sélective, mais dans le sens positif du terme, qui répond à des besoins de notre territoire. J'ai bien entendu la question des quotas, et ça j'étais étonnée, je ne pensais pas que ça ne faisait que amplifier les difficultés et le mouvement. Et on peut imaginer en effet que cette capacité à organiser, à structurer une politique migratoire pourrait participer aussi d'une réassurance de l'opinion publique et d'une adhésion de l'opinion publique. Parce que là, quand même, ce qu'on entretient, une compréhension en tout cas, voilà, d'une compréhension de l'opinion publique, parce que là, ce qu'on entretient, c'est la peur, c'est l'inquiétude, c'est le sentiment de la désorganisation. L'opinion publique a le sentiment que le gouvernement ne maîtrise pas le sujet. Voilà. Et ne répond pas au problème. C'est tout. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Alors, cela dit, il y a quand même des sujets plus compliqués. Moi, j'ai rencontré plusieurs centres quand on a démantelé Calais. Il y a eu des centres de logement, d'hébergement, etc. Mais l'état psychologique, je dirais même pas psychologique, psychiatrique, l'état humain de toute une série de ces gens qui arrivent sur notre territoire, mais est dans un état terrifiant, enfin grave, de l'ordre du médical. Et là, pour le coup, on n'y répond pas. Et donc, évidemment, la délinquance des gens qui sont complètement... alors, ils sont aggravés par le fait qu'on ne les accueille pas. Oui, en bien fait, sûr. Les problèmes psychiatriques... Non, mais je te dis que ça accentue encore le problème. Je pense qu'on a vraiment besoin d'une politique de l'accueil, oui. Et pas voir simplement aussi l'angle du travail, parce qu'il y a un certain nombre de gens que moi je considère comme des réfugiés, vous l'avez abordé, il y a des vrais réfugiés, pas seulement en politique, il y a des vrais réfugiés économiques, que derrière chaque personne qui fait ce choix de quitter son pays, il y a un parcours, il y a un être humain, il y a un parcours de vie, on a dit des gens riches, pas forcément, il y a des gens qui collectivement se cotisent. Et c'est des gens qui n'ont pas rien non plus. Non, qui n'ont pas rien, mais qui souvent des familles se cotisent, s'endettent même pour permettre à un d'effectuer ce voyage avec tous les risques qu'il comporte. Et donc je trouve que, moi il me semble que chaque personne qui arrive sur le territoire doit de toutes les façons être accueillie. Il y a un devoir voilà, avec un minimum de fraternité, d'ailleurs, que le Conseil constitutionnel a validé. Et ça a été l'inverse de ce qui a été fait sous Gérard Collomb. On supprimait même l'accès à l'eau. Il ne faut pas le voir que le Conseil d'État condamné le gouvernement à Calais. C'est-à-dire que c'était vraiment... Il fallait qu'ils se mettent à plat ventre pour pouvoir boire dans le... C'est terrifiant. C'était terrifiant. Et donc, bien sûr. Et puis, vous savez, il y a aussi
le pragmatisme. Quand on a des jeunes qui arrivent, des mineurs, on accompagnés, qui sont là à 14, 15 ans, qui font une formation, qui réussissent très bien, qui sont embauchés par des boulangers, qui disent ils sont formidables, mais qu'est-ce qu'on va leur mettre des OQTF? Enfin, c'est d'une imbécilité, une absurdité totale. Je veux dire, c'est insensé. C'est d'une... Voilà, il faut choisir les cibles, et pour moi les cibles, c'est les gros criminels qui sont dans les prisons, qu'il faut renvoyer, que personne, aucune association ne veut vraiment soutenir, et c'est ça la priorité. Et comment on articule cela? On viendra peut-être avec le deuxième point sur l'intégration, mais comment on articule cela avec le fait quand même que le message, alors tu as dit que les quotas ça donnait une augmentation du flux, mais si on dit qu'on accueille tout le monde avec bienveillance... C'est pas ça que j'ai... Franchement, c'est pas ça que j'ai... Voilà, donc c'est ça, comment on articule cette nécessaire fraternité avec le fait qu'un pays souverain doit quand même vouloir maîtriser ses flux. Dans l'humanité et la fraternité, mais comment? Je crois que je vais quand même donné pas mal d'éléments entre la coopération un peu plus ferme et efficace avec le pays d'origine, les pays voisins, la rapidité des procédures de demande d'asile, faire en sorte que sur le marché du travail, on pourvoit aux emplois possiblement par les gens qui sont à la recherche d'emploi temporaire ou dans les métiers en tension. Donc tout ça, c'est pas une chose, c'est pas une décision qui peut tout régler, c'est toute une petite série de choses qui donnera l'impression que ça répond à une partie des demandes et cette addition de petites décisions, mais en tout cas, ça ne peut pas être je vais mieux gérer les OQTF. Donc voilà, c'est tout. Et au bout du compte, s'il y en a qui n'obtiennent pas l'autorisation de rester sur notre territoire. Oui, mais ça, on a des mécanismes, comment dire, soit ils partent, soit s'ils arrivent à rester durablement, ils finissent par se faire régulariser, mais ça fait partie d'une sorte de règle du jeu qui est, comment dire, pragmatique. C'est-à-dire que tous les pays le font, nos pays voisins le font, de régulariser après 10 ans, de régulariser, voilà, c'est comme ça. Mais je dirais, on peut d'autant mieux réussir à mettre en œuvre les décisions de renvoi qu'on en a moins à faire, parce qu'on a pris des bonnes décisions de meilleure gestion des flux avec nos voisins, voilà, c'est tout. Là, on prend des centaines de milliers de QTF qui donnent le sentiment d'une sorte de débordement et d'une sorte d'incapacité à maîtriser la situation. Et rien de ce qui a été décidé par le gouvernement ne montre cette compréhension du problème. Et, bon. Je vous propose qu'on passe au deuxième temps des gens parce que vous avez en plus la transition se fait très, très naturellement. Vous venez de l'écrire, pas de politique migratoire à la hauteur des enjeux. Et puis, du coup, le sentiment que l'intégration, ça ne marche plus. Ou que l'intégration, j'ai envie de dire à la française, enfin, sur laquelle vous avez quand même énormément produit et travaillé, elle n'est pas portée. Alors, ou bien, voilà, quelle est notre politique d'intégration aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait dire que ça marche plus? Quand, en tout cas, ce que les gens disent. Dans l'opinion publique, il y a un miroir quand même, justement, ce sentiment de grand désordre, de la non-gestion de la question migratoire, peut alimenter ce sentiment, qui n'est sûrement qu'un sentiment, que l'intégration telle qu'on a pu la connaître ne marche plus. Parce que manque d'organisation, parce que flux qui augmente. Donc j'aimerais vous faire parler voilà, sur la politique d'intégration aujourd'hui en France. D'abord, qu'est-ce que c'est? Sur quoi elle repose? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y a quand même des mécanismes d'intégration qui fonctionnent bien? Et s'il fallait la consolider et la renforcer, qu'est-ce que vous proposeriez? Alors, c'est très vaste, et je vais prendre ça par différents bouts. D'abord, je viens d'apprendre, par exemple, que le ministère de l'Intérieur était un des ministères les moins touchés par les suppressions de crédits. Bon. Mais ce qu'on a supprimé, c'est les cours de français. Ah, c'est intelligent, ça. Pour l'intégration. Et après, on va dire, les étrangers. Alors, il se trouve que j'ai une autre casquette, je suis président de l'association des bibliothèques sans frontières, et nous avons créé une application d'apprentissage du français. Nous avons commencé par l'ukrainien, et là, on vient hier de mettre à disposition de tous ceux qui le souhaitent le pachto et l'arabe.
Et ce qui est une application, elle est gratuite, elle est disponible sur l'ensemble des portables. Et ça marche. Hein, ah oui, c'est bon. Ce qu'on a fait, c'est que moi j'avais rencontré l'Alliance française quand j'ai fait faire des conférences en Russie, et il s'était mis à son compte pour apprendre à des Russes le français. Et certains de ses clients étaient très riches, ils m'ont dit, nous on a beaucoup d'argent, on est prêt à payer très cher, et on veut apprendre en un mois. Et donc il a mis en place une méthode d'apprentissage en quelques semaines. Mais c'est des situations où, justement, je vais chez le boulanger, je vais chez le médecin, je cherche du travail, je vais à la préfecture. Et donc, il y a les mots d'abord dans la langue d'origine, après il y a la traduction en français, mais dans les caractères de la langue d'origine, donc la phonétique, les gens peuvent la prononcer, après il y a en français, après il y a des exercices, et c'est super. Alors, vous voyez, ce qui se passe, c'est que il faut quand même se rappeler, Marie-Noël et moi, on est suffisamment anciens pour se rappeler, un temps où l'alphabétisation se faisait par le militantisme. Exactement. C'était des grandes organisations qui faisaient bon. Et alors maintenant, c'est des associations comme la mienne ou d'autres qui produisent des applications, c'est des nouvelles technologies, pour que voilà, l'apprentissage de français, c'est la priorité hein, pour l'intégration. Et pour tout le monde d'ailleurs, parce que si les gens voient qu'un étranger qui arrive fait les efforts pour parler, etc., tout de suite, voilà, la relation est tout de suite positive ou plus positive. Ça, c'est le premier point. Alors, ensuite, vous allez avoir se mêle à la question de l'accueil. Alors, après, il y a la question de l'accueil, évidemment, le logement, tout ça. Bon. Il y a une crise aujourd'hui du logement qui est monstrueuse, qui a été initiée par le président de la République quand il a supprimé les APL, qui a entraîné la suppression de la construction de la vie. C'est une situation catastrophique qui va évidemment toucher en particulier les gens qui arrivent, qui n'ont aucun réseau, qui ne savent pas comment se prendre pour se loger. L'école joue un rôle fondamental, contrairement l'école joue un rôle fondamental. Et par exemple, mon association encore, on a créé quelque chose qui peut se faire partout. Un enfant arrive dans une école, un enfant immigré ou réfugié. On a créé des programmes d'accueil par les enfants déjà là, avec un sac de livres. Les enfants vont se préparer en choisissant les livres qu'ils aiment, pour les offrir à l'enfant qui arrive. Franchement, je peux vous dire que ça marche formidablement. Parce que il faut préparer l'arrivée, il faut discuter en famille, qui sait, tiens, il y a quelqu'un qui arrive de tel pays, il va falloir, voilà, il faut regarder l'histoire des autres pays. Enfin, c'est quelque chose qui avec, pour les enfants eux-mêmes, comme pour leur famille, c'est quelque chose de formidable. Donc, alors après, vous allez avoir le mélange que les gens font entre l'intégration des nouveaux arrivants et puis le sentiment qu'ils ont qu'ils ne se sentent plus dans le pays dans lequel ils ont connu dans leur enfance. Et ça, c'est pas pareil, parce que c'est à l'égard de compatriotes qu'ils ressentent ce sentiment-là. Donc ça n'est pas la même chose. Et il ne faut pas tout mélanger. Bon. Et alors là, moi, il se trouve que j'ai travaillé sur une question très difficile, c'est la question de la laïcité, qui soi-disant divisait la France en deux camps irréconciliables. Je dirais même pas deux gauches, deux camps irréconciliables. Ces camps étaient aussi à gauche, mais ils étaient partout. Et je peux vous dire que... bon, alors je vais vous raconter l'histoire, parce que beaucoup. J'étais à la commission Stasi, qui a proposé l'interdiction des signes ostensibles. Là, je me suis rendu compte, on a fait beaucoup d'auditions, de l'ignorance des responsables associatifs laïcs, quand on leur demandait c'est quoi la laïcité. C'est un mot valise, et là j'étais dans une soutenance de thèse récemment d'une remarquable thèse d'une étudiante qui a montré que le mot laïcité est devenu le mot que tout le monde emploie, que toute la classe politique s'est mise à employer depuis 30 ans pour répondre à tous les sujets. Ah voilà, ça c'est l'émergence d'identités religieuses, d'identités régionales, etc. C'est la laïcité. La réponse, c'est la laïcité. Mais c'est quoi la laïcité? Alors là, incapable de dire ce que c'est. Après les assassinats de Charlie Hebdo et du supermarché Cacher,
moi, dans mon association, ma vice-présidente est Véronique Brachet-Cabu, qui est veuve, la femme de Cabu. J'étais très ami de Cabu, et je suis très ami de Véronique. Et on a essayé de faire des vidéos sur la laïcité et la liberté d'expression. Et à la suite de ces vidéos, j'ai été invité à présenter ce travail, faire une conférence de clôture à la université d'été des référents laïcité des INSPE, c'est-à-dire des écoles de formation. Le cœur du cœur. C'était à Aix en Provence, l'été 2019. Et au déjeuner qui a suivi la conférence, les collègues m'ont dit, vous savez, on n'a rien. On n'a pas de matériel, les profs n'ont rien pour enseigner la laïcité. Alors je me dis, on est en 2019. Les attentats étaient de janvier 2015. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Bien sûr. De la parlotte, des grands discours. Et qu'est-ce qu'on a fait de concrètement? Et ce qui fait que l'année suivante, parce que c'est 2020, l'assassinat de Paty, Samuel Paty, la veille de départ des vacances d'automne, le ministre annonce 2 heures de débat à la rentrée, et la veille de la rentrée, il annule le débat. Je sais pourquoi il l'annule à ce moment-là, parce que les profs me l'avaient dit, ils n'avaient pas de matériel. Vous pouvez pas faire de débat après un tel choc si vous n'avez pas le matériel pour le faire. Donc c'est là que j'ai décidé de faire mon livre, pour les profs. Et puis en faisant mon livre, je découvre de la jurisprudence, des dispositions pénales de la loi de 1905, ignorées de la gauche, de la droite, de la laïcité ouverte, de la laïcité tout court, de tout ce que vous voulez. Personne n'en a jamais parlé. C'était le cœur de la loi de 1905. Pourquoi c'était le cœur de la loi de 1905? Parce qu'ils avaient dit, on proclame la liberté de conscience, la liberté d'exercice du culte, la séparation des églises et de l'État. Et si vous proclamez, comme vous le faites dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le droit de propriété, et que quelqu'un peut s'installer sur votre propriété sans qu'il y ait des dispositions pénales pour le punir, ben ça ne sert à rien la proclamation du droit de propriété. Ben c'est pareil pour la proclamation de la liberté de conscience et de la liberté du culte et la séparation. Il y a des dispositions pénales pour les protéger. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Après l'assassinat de Paty, on a découvert que l'imam de la mosquée de Pantin avait posté sur la page Facebook de la mosquée la vidéo qui a probablement entraîné son assassinat. L'imam n'a pas été poursuivi, alors que l'article 35 de la loi de 1905 permettait directement de le poursuivre. Le gouvernement a fermé la mosquée. Il a même, en première lecture de l'Assemblée dans la loi séparatiste, supprimé cet article 35, qui était le cœur de la loi de séparation. Vous voyez l'ignorance de nos gouvernants. Ce qui fait que mon livre sort à ce moment-là, au moment de la navette au Sénat. Je suis auditionné par la commission des lois, je parle de ça. Donc il y a eu au moment, après l'adoption de la 1905, une quasi-guerre civile en France. Et si Clémenceau devient président du Conseil en 1906, c'est parce que le pape nous avait déclaré la guerre, c'est pas parce qu'il voulait créer les brigades du Tigre, il n'était pas là pour réprimer les grèves, il n'a pas été amené il n'est pas arrivé à la présidence du Conseil parce qu'il y avait des grèves insurrectionnelles. Il a été amené à la présidence du Conseil parce qu'on était au bord de la guerre civile avec le Vatican. C'est pas ça qu'on nous enseigne. Bon. Et bien, quand, après avoir contourné le pape, parce que l'Église a refusé de rentrer dans les lois, dans les associations cultuelles, les messes sont devenues toutes illégales, les curés recevaient des amendes, on a donc déclaré toutes les réunions libres, ce qui fait que les messes sont devenues légales. Et après, le pape s'est lancé dans une attaque sur les programmes scolaires, et a mis à l'index des livres, et les curés menaçaient les enfants de les priver de première communion s'ils étudiaient certains livres d'histoire, et les parents d'être privés de confession, etc. Et là, Briand et le gouvernement et Clémenceau ont saisi les tribunaux, et les curés ont été condamnés, et même un archevêque. Et ben ça fait réfléchir. Ça a fait réfléchir. Et bien ces dispositions-là, elles avaient été oubliées. Bon. Et donc quand on avait cette soi-disant ces deux France irréconciliables, parce que les uns disaient on ne va pas faire des dispositions nouvelles qui vont apparaître discriminatoires à l'égard de nos compatriotes de culture musulmane, et les autres disant qu'est-ce qu'on fait face aux islamistes radicalisés. Et bien on applique ces dispositions que tout le monde avait oubliées. C'est pas nouveau, c'est pas applicable, c'est pas appliqué seulement aux musulmans, c'est appliqué aux catholiques.
Et c'est des dispositions très efficaces si on les utilise. Et ben, je vous signale qu'elles sont très peu utilisées. Et que moi, je n'arrête pas de mentionner ces dispositions, que les maires pourraient utiliser, il y a un article 31. Si, par exemple, quelqu'un fait une pression sur vous pour vous contraindre à porter un signe religieux ou pour vous en empêcher, vous pouvez saisir le procureur et faire condamner à la prison. C'est des dispositions que personne ne connaît. Donc tout ça, la méconnaissance de ces dispositions, pendant des années, des dizaines d'années, a entraîné là encore une sorte de sentiment chez les gens que la République n'était plus tenue. Et chez nos compatriotes d'origine musulmane, l'idée qu'effectivement il y avait une attitude particulière à leur égard, alors que l'histoire devrait, comme tu le dis très bien, dire ça. Et je vais vous dire autre chose, c'est que on demande beaucoup aux enseignants. Mais qu'est-ce que font les élus? Je vais vous donner un exemple. Moi, quand je fais des conférences, et j'en fais vraiment énormément partout, beaucoup de fois, quand je fais des conférences dans les classes de terminale, les élèves, et même parfois les profs, ne savent pas que le mariage civil a lieu avant le mariage religieux, depuis 1792. Et alors, qu'est-ce que font les mères? Moi, je dis qu'il faut que les mères invitent au mariage de classe. Les mariages sont ouverts. Bon, pourquoi ne pas organiser, avec les principaux de collège, etc., l'invitation, à chaque fois qu'il y a un mariage, on invite une classe. Et le prof, du coup, prépare, explique d'où ça vient, etc. Vous voyez? Alors, c'est ça que je voulais dire. Parfois, on dit, fait des sondages, et on dit les jeunes ne connaissent plus les réussites. Mais est-ce que les profs la savent? Comment voulez-vous que les jeunes la connaissent dès lors que les anciens ne la connaissent pas? Alors franchement, moi je trouve qu'on tape beaucoup sur les jeunes et que c'est à tort. Parce que j'ai rarement... voilà, le malheur d'ailleurs étant que Paty, lui, il avait travaillé pour bien comprendre et la liberté d'expression et la laïcité. Il était un remarquable professeur. Et je dirais que c'est très difficile de reprocher aux jeunes de ne pas connaître bien la laïcité quand leurs parents, quand les élus, quand les professeurs ne la connaissent pas bien. Et ne l'appliquent pas. Et ne la transmettent pas. Voilà. Donc voilà, moi je dirais que quand on l'explique correctement, franchement, il y a une adhésion. Et franchement, quand moi je fais des réunions avec des élus de tous bords, et que j'explique, bon, je ne suis pas là ce soir, mais je peux vous faire une conférence sur la laïcité, et comment je fais cette conférence, ben, franchement, les gens disent, ah ben enfin je comprends. Vous voyez? Donc en réalité, il y a beaucoup, là encore, les gens ne sont pas au clair sur la laïcité, et donc ils sont aussi anxieux parce qu'eux-mêmes ne savent pas comment l'expliquer. Et c'est ce que j'ai vraiment essayé de faire avec mon petit bouquin sur la laïcité en France. Mais ils y sont attachés. Et chaque fois qu'on fait une réunion sur la laïcité, on fait carton plein. Ils y sont attachés, absolument. Mais ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà. Parce qu'il y a quand même cette idée de liberté dans la laïcité. Et la liberté, il y a deux choses fondamentales. La liberté de croire ou de ne pas croire, sans pression. Ça, c'est un point très important parce que la loi punit les pressions. Et il y a aussi la souveraineté de la République. C'est la République qui fixe le statut de la religion. Et d'ailleurs, si Atatürk va emprunter à la République française le terme de laïcité, laïcite, même s'il va faire un régime qui est très différent, puisque les religieux sont contrôlés par l'État, mais il n'empêche qu'il y avait ce point-là chez lui, c'est que c'est l'État qui contrôle, enfin, qui est souverain sur la religion, et pas l'inverse. La supériorité de la religion. Exactement, comme en Iran, par exemple. Voilà. Et dans l'intégration, tu as raison d'insister, à mon avis, sur l'ambiguïté qu'il y a entre la crise d'adhésion d'une partie de la population, et notamment de la jeunesse, à ce qu'on peut considérer être le système qui avait prédominé jusqu'à présent, avec tout le débat sur l'amour de la France ou pas l'amour de la France, etc., avec la question de l'intégration des immigrés. Parce que, bon, on a beau dire aux gens, ils sont français depuis pas mal de temps, alors ils sont nés en France, etc. Il y a une crise d'adhésion au projet collectif, d'une certaine façon,
Ça arrive, peut-être moins qu'on ne le dit, mais quand même, le doute républicain est quand même un doute assez fort dans la société française, et la corrélation avec l'immigration. Parce que c'est ça qui aussi déstabilise le débat. Alors moi, je vais te répondre. Je pense que ce qu'on attribue aux immigrés est beaucoup plus collectif. Quel est le sens de la République aujourd'hui pour les Français? Je ne sais pas. Hein, on a un président de la République qui le dit chaque jour dans une autre direction. Nous ne sommes pas en monarchie où c'est la famille royale qui donne le sens au régime. Quel est le sens de la République pour l'ensemble des Français? Malheureusement, s'il se réfugie chez M. Bardella, c'est peut-être qu'il ne le voit plus. Et donc, c'est une crise beaucoup plus grave que liée aux immigrés. Je pense que l'immigration n'est qu'un symptôme d'une crise beaucoup plus grave. Le travail n'a pas été fait, parce que la République... Alors là, je peux dire quelques mots là-dessus. Il se trouve que, pour des raisons complètement, comment dire, non prévues, imprévisibles, je suis tombé à Yale, où j'enseigne depuis 2008, sur un manuscrit inédit de Sigmund Freud sur le président Wilson. Et j'en ai fait ce livre qui s'appelle « Le président est-il devenu fou ?» Eh bien, donc, j'étais obligé, j'ai arrêté tout ce que je faisais pour faire ce livre, de comprendre comment ce manuscrit de Freud avait été conçu, et du coup, je me suis mis à travailler sur le traité de Versailles, et il se trouve que Freud a travaillé avec un collaborateur, l'ambassadeur des États-Unis à Paris, entre 1936 et 1940. Bon. Et qu'ils avaient terminé leur travail en 1932, et que une version du livre est sortie en 1967, 1966, mais qu'en fait, le collaborateur de Freud avait coupé 300 passages, et donc moi, j'ai retrouvé le manuscrit original et originel, et je peux expliquer pourquoi les passages ont été coupés. Bon. Mais du coup, je me suis mis sur des domaines que je n'étais pas spécialiste, notamment le traité de Versailles. Et bien, figurez-vous que les Français ne comprennent rien au traité de Versailles, et pas parce qu'ils ne sont pas républicains, c'est parce qu'on leur a mal expliqué. Parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez ce que c'est que le traité des garanties? Je pense que personne n'est bon. Alors, vous savez probablement que la Société des Nations a précédé l'ONU. Bien sûr. Bon. Et bien vous aviez aussi l'OTAN, un OTAN, avant l'OTAN, qui était pour protéger la France. Un accord avec les États-Unis et l'Angleterre qui avait promis l'intervention militaire aux côtés de la France en cas d'agression allemande. C'était pour Clémenceau le point principal du traité, qui était annexé au traité de Versailles. Simplement, comme Wilson est devenu fou et qu'il a tout fait capoter, on a perdu la protection militaire. Et Clémenceau ensuite a perdu l'élection présidentielle en 1920, qui a été une catastrophe. Parce que Poincaré est arrivé, et lui s'est dit on va se mettre sur les réparations, qui n'était pas du tout le plan de Clémenceau. Et maintenant, on attribue les hautes réparations à Clémenceau, alors qu'elles venaient des Anglais. On ne sait pas qu'on avait le traité militaire de garantie que les Américains nous ont supprimé. Et on porte la culpabilité d'avoir imposé un terrible traité humiliant, parce qu'on a adhéré à la thèse de Keynes, qui est une thèse manipulée pour protéger les Anglais. Ça, je le montre dans mon bouquin. Bon. Alors, dit, il y avait quand même la France avait été détruite. Non, mais les réparations, si elles avaient servi qu'à compenser la France et la Belgique, auraient été beaucoup plus basses. Pour qu'elles ramènent de l'argent à la Nouvelle-Zélande, à l'Australie, à l'Afrique du Sud, au Canada, il fallait qu'elles soient très hautes. Et c'est pour ça que les Anglais ont demandé. Bon, tout ça, alors déjà, je me dis, déjà, cette culpabilité, vous avez j'ai vu dans des musées français, le traité imposé par Clémenceau fait monter Hitler. Vraiment. Non, mais vous entendez ça. Vous entendez ça. Donc, c'est-à-dire, après, vous avez 36-40. Alors, je ne vais pas. Je ne sais pas compris si vous êtes sur Keynes. Alors, Keynes dit, donc, il écrit ce livre, Les conséquences économiques de la paix. Bon. Le livre est organisé pour dire la pauvre Allemagne a subi le dictat, une paix carthaginoise imposée par Clémenceau.
Et il dit à un moment, il dit Wilson, c'est une sorte il dit, il a un problème freudien, il le dit dans le livre, mais il dit, il a à un moment cédé à une note totalement absurde sur les réparations, etc. Mais il ne dit pas qui a fait la note. Or, qui a fait la note à laquelle Wilson a cédé? C'était le protecteur de Keynes dans la délégation britannique, qui était le Sud-Africain Smuts, qui lui voulait récupérer des... Voilà. Et donc, c'est Smuts qui fait céder Wilson et qui fait que ces réparations sont... Alors que les Français ont fait la connerie de ne pas dire non aux Anglais sur les très hautes réparations. Ils n'ont pas exigé eux-mêmes les hautes réparations, mais... Donc, vous voyez, Keynes ment, et d'ailleurs, le conseiller économique de Wilson, furieux du livre de Keynes, publie un livre pour révéler la note de Smuts. Et Keynes est complètement affolé, je raconte ça dans mon livre, de cette publication qui révèle le biais de son propre livre. Mais simplement, le livre de Keynes est très bien écrit, et surtout, sa prophétie est autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'il contribue par son livre à faire échouer le traité, et comme le traité échoue au Sénat américain, c'est la version Poincaré qui va s'appliquer, et du coup les réparations élevées vont s'imposer à l'Allemagne, ce qui n'était pas du tout prévu au départ, parce qu'il y avait une commission qui aurait réduit les réparations, une fois que les opinions publiques étaient complètement... Oui, elles étaient complètement déchaînées à cause de la façon dont l'Allemagne avait occupé le territoire de la Belgique et du nord de la France, et ensuite dans la retraite, liquidé, incendié, noyer les villages, etc. Donc tout ça, et donc là il y a quelque chose... Bon, ensuite vous avez, je dirais, la mise en cause de l'universalisme républicain. C'est-à-dire l'idée que l'universalisme... Bon, bah, moi je ne... bien sûr que l'universalisme... parfois a été trahi par des applications discriminatoires. Et il l'est toujours d'ailleurs. Mais en soi, bien sûr, il est la seule façon de protéger et de rassembler dans la République une majorité protectrice des minorités. C'est autour de l'universalisme républicain au moment de l'affaire Dreyfus, au moment la France, on a ce débat récent que j'ai vu sur le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain, et c'est un vote sous pression. La France est écrasée, c'est pas une assemblée libre qui vote, déjà, c'est pas du tout une assemblée libre. Donc en réalité, il n'y a jamais eu dans des élections libres une victoire de l'extrême droite en France depuis la fondation de la République. Oui. L'extrême droite est arrivée au pouvoir dans les valises de l'armée allemande. Elle n'a pas gagné par des élections du peuple français libre. Donc en réalité, mais face au conservatisme, à la revanche, au rejet de la République qui existait très profondément sous la Troisième République, c'est l'universalisme républicain qui a permis de gagner les élections. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Donc moi je crois que quand on dit en réalité, ce que les Français demandent derrière, ça ne marche pas. C'est ce que tout le monde demande. Par exemple, je vais peut-être vous choquer. Moi, souvent, quand je fais des conférences, je dis « je suis pour l'assimilation ». Bon. Oui, parce que c'est ce que demande la majorité des Français de couleur, par exemple. Quand vous êtes Français de couleur, bronzé ou noir, vous aimeriez être contrôlé, être assimilé à un blanc dans les contrôles de police. C'est de l'assimilation. C'est-à-dire, je suis semblable. L'assimilation, ça veut dire être semblable. En droit, quand on est dans une minorité, on demande l'assimilation juridique. Alors après, vous avez un besoin d'être distingué. Une femme a des enfants, elle a besoin d'avoir des congés, enfin, elle a besoin, voilà, il y a des dispositifs qui doivent respecter, il y a des différences religieuses, mais la République, elle doit justement lutter contre le fait qu'il y a des citoyens qui ne sont pas traités semblablement parce qu'ils ont une couleur différente. Ça serait déjà formidable qu'on réduise tout cela et qu'on fasse des contrôles d'identité les mêmes. Et j'ai proposé qu'elle soit supprimée
c'est un autre sujet, parce que si vous voulez, ça fait partie de l'intégration, vous avez une politique de contrôle d'identité. La politique de M. Darmanin pour la lutte contre la consommation de drogue est une absurdité, et ça contribue à la désintégration. Et ça met les forces de police, d'ailleurs j'ai vu son contre, sur des tâches inutiles. Ça met des amendes, maintenant il y a une amende forfaitaire délictuelle qui s'impose à ces jeunes, parfois plusieurs fois par mois, avec des centaines d'euros, parce qu'ils fument un joint, mais c'est absolument... Ça c'est de la... Et puis c'est une absence totale de vision de ce que devait être la stratégie du ministre de l'Intérieur avec ses forces de police qui sont utilisées à des tâches inutiles et qui créent de la désintégration. Moi j'ai dit beaucoup de choses là. Mais qui font écho avec des débats que nous avons en interne, et c'est en tout cas réconfortant d'entendre ce type de propos dans le contexte actuel. Je ne sais pas si auprès de la jeunesse aujourd'hui c'est encore... Moi j'ai pas de problème quand je m'exprime devant tout. Je vais dans tous les lycées de France, tous les collèges, je n'ai absolument aucun problème. Aucun problème. Ça dépend comment on l'explique. Comment on le présente. Oui, peut-être. J'ai une question. On parle quand même beaucoup du modèle allemand, oui, d'intégration. Modèle allemand. Oui, notamment avec le million de réfugiés qu'ils ont acceptés en 2015. Oui. Et donc, il semblerait qu'ils fassent beaucoup d'efforts en matière d'apprentissage de la langue, justement, ce dont vous avez parlé tout à l'heure, en disant que la loi, enfin que le ministère de l'Intérieur venait de sucrer une partie des crédits d'apprentissage du français. Est-ce que vous avez des éléments de comparaison là-dessus? Alors, j'ai fait la comparaison tout à l'heure. À partir du moment où ils décident d'accueillir, ils décident d'accueillir. Ils ont des moyens, ils s'organisent. Nous, on a laissé au fil de l'eau les choses se passer sans regarder. Voilà. Et on découvre en 2020 les statistiques de l'INSEE qu'on a une augmentation de 40% de l'immigration. Ben, c'est ça qui s'est passé. On n'a pas organisé l'accueil. Donc les Allemands l'ont mieux fait que nous. Ils ont toujours fait mieux que nous. Ils ont organisé. Toujours. Oui. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème. Mais oui, parce que là, je voyais, il y avait quand même le sentiment de rejet de la population, qui est un phénomène qui existe en France aussi. Hein. Mais bien sûr, en Allemagne. On pensait que le fait que ce soit organisé dans l'accueil limiterait le sentiment de rejet de la population. Il semble que ce ne soit pas le cas. Surtout à l'Est. Même, j'ai vu Francfort et autres. C'est tout un travail. Donc, on voit bien que, hélas, il ne suffit pas, il faut organiser, mais c'est là qu'on voit qu'il y a quand même, derrière tout ça, c'est ce que tu dis sur la crise, c'est quoi la République, qu'est-ce qu'on défend, quel idéal. Parce qu'au bout d'un moment, les choses qui permettent de transcender les incompréhensions, des désagréments, des tensions, c'est quand même de partager une vision commune. Ou une espérance commune. Enfin, c'est bien ça qui fait normalement nation. Et c'est là qu'on est en crise majeure. On est en crise dans beaucoup de pays d'Europe, en Allemagne comme en France, mais en France c'est encore plus grave d'une certaine façon parce que c'est quand même notre histoire, que c'est le projet commun qui prime sur... C'est un peu grave en Allemagne, puisque l'extrême droite, elle est quand même néo-nazie en Allemagne, pas seulement d'extrême droite. Oui, mais en Allemagne, historiquement, leur unité se fait par, comment dire, ressemblance. Das Volk, das deutsche Volk. Nous, c'est par une espèce de transcendance. L'idéal républicain, etc. Donc, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles tout ce qu'on dit sur l'intégration, parfois procède de la volonté mimétique que les gens vivent tous comme nous, on pense, alors que déjà, comme Français, on ne vit pas du tout, même ceux qui sont là depuis des millénaires. Mais en même temps, il y a des sondeurs qui se mettent à écrire des livres sur l'archipel. Oui. L'archipélisation. Je suis en total désaccord avec ça. Ah oui. Ah oui. Alors ça, de ce que je vois, parce que je pense que l'école fait un travail remarquable, même si c'est compliqué, les valeurs de la République, on enseigne quand même de Dunkerque à Nice des choses, et voilà, et franchement, je trouve que malgré la diversité locale, je veux dire, il y a des attachements à une histoire, des valeurs qui sont là. Et moi j'ai toujours trouvé que la dernière phase de... Vous savez, quand le 11 novembre 1918, Clémenceau vient faire le discours de la victoire devant la Chambre des députés,
Et voilà ce qu'il dit, sa phrase de conclusion. La France retrouvera sa place dans le monde pour poursuivre sa course magnifique dans l'infini du progrès humain. Autrefois soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, toujours soldat de l'idéal. Super. Wow. C'est pas magnifique? Et je trouve que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est un idéal. Et donc, je trouve que c'est moi, j'avais une question. Ouais. Je remarque que souvent, dans la comparaison qui est faite avec le modèle allemand, la question de la langue revient souvent. Le problème que nous avons, nous autres Français, c'est que les gens qui parlent notre langue sont plus nombreux à l'étranger que nous. Et que donc, en fait, on a l'impression que quand les gens arrivent chez nous, ils devraient apprendre le français. Sauf que, ils parlent français, ouais. Et ils peuvent le parler sous toutes les formes, ils peuvent le parler du créole haïtien jusqu'au louchi ivoirien, mais ils comprennent très bien ce que nous on dit. C'est peut-être nous qui avons le problème de comprendre ce qu'ils disent. Mais eux, ils comprennent très bien ce qu'on dit. Oui. Et donc, en fait, ramener cette question systématique de la langue, est-ce qu'il n'y a pas un peu, notamment chez certaines personnes, penseurs du ministère de l'Intérieur, que le ministère de l'Intérieur écoute, est-ce qu'il n'y a pas un peu un relent colonialiste des gens à qui on devrait enseigner le français qu'ils maîtrisent parfaitement, parce qu'on a des académiciens qui viennent de ces coins du monde. Est-ce qu'il n'y a pas... Écoutez, je crois que surtout, ils savent pas très bien ce qu'ils... Je l'ai vu dans un débat que j'ai fait à Nice avec un parlementaire Horizon de la ville. Franchement, j'étais surpris de ce que vous soulevez comme point. C'est qu'il y a un énorme attachement, une partie des électeurs, à la maîtrise de la langue, malgré l'absurdité de la réclamation, puisque, en réalité, une grande partie des immigrés parlent déjà le français, et que c'est pas tellement ça que voilà. Mais après tout, je dirais que... Oui, non, hein, quand même, il y a les femmes. Hein. Tu as raison de dire. Les familles, et puis ils ne viennent pas tous de milieux universitaires. Même dans les familles africaines. Oui. C'est-à-dire où on peut considérer que le développement de la langue française est quand même assez fort. Le nombre de femmes qui arrivent, ne comprennent pas, ne parlent pas, était en tout cas il y a encore 5-6 ans, extrêmement élevé. Alors, parce que ça dépend du niveau culture social des gens. Ben oui. Parce qu'ils parlent bien le français. Je suis tout à fait d'accord. Mais disons que ça n'est pas... Moi, je trouve que c'est très bien qu'on apprenne la langue à ceux qui ne la parlent pas. Et d'ailleurs, on ferait bien... Mais il faut quand même voir les choses. Français, Nous sommes dans une Union européenne de 27 membres, c'est ça 28 bientôt. 27. L'ensemble des ressortissants de l'Union européenne ont un droit de venir s'installer en France en parlant leur langue, sans parler français. Bon. Donc en réalité... Hein, mais évidemment, donc en réalité, ça n'est que... je trouve que c'est très bien d'apprendre le français. Mais... je pense que si on ne le maîtrise pas, on ne peut pas effectivement s'intégrer, communiquer, etc. Donc ça, c'est très bien. Mais surtout si on n'est si on n'est pas le niveau social, si on parle l'anglais, on peut aussi s'intégrer. Bon, pour d'autres. Bon. Mais voilà, mais ça n'est pas, comment dire, rédhibitoire pour arriver. Disons que je trouve que les anciennes règles. Vous voyez, quand on disait, on disait assimilation dans l'entre-deux-guerres, ça ne voulait pas dire qu'on mange la cuisine, vous voyez, au beurre, on pouvait continuer à manger des pâtes italiennes. Simplement, c'était est-ce qu'il fréquente des personnes en dehors de son milieu d'origine. C'était ça que les renseignements généraux avaient vérifié. C'était pas du tout est-ce que il parle. Voilà, c'était parler la langue, il fallait toujours la parler, hein, mais c'était est-ce qu'il sort de son groupe pour la naturalisation. C'était pas con, hein, moi je trouve. Voilà, c'est pas con. Donc il y a aussi parfois des attaques. Je veux dire, le moment de la plus grande naturalisation, c'est sous le Front populaire. Bon,
le directeur, le sous-directeur de naturalisation au ministère de la Justice, c'est le seul magistrat qui a refusé de prêter serment au maréchal Pétain. C'est le même. C'est celui qui a fait des naturalisations en masse et qu'on a mis dans un placard après la Libération parce qu'il faisait tellement honte à tous les autres. Et que même Manoukian est quand même passé entre les gouttes. Oui, mais ça il y avait une solidarité. Voilà, il y avait de tout. Voilà, il y avait. Voilà. Bon. Dernière partie que je vous propose plus courte. Voilà, vous parliez d'absence de vision. Là, l'article que vous avez publié, la tribune que vous avez publiée, témoigne très clairement pour vous d'une absence de vision totale sur ce qui se passe à Mayotte. Voilà, re-questionner le droit du sol, vous dites, n'est pas une réponse, n'est pas une solution. Très bien, mais on gère comment à Mayotte? Attendez, quoi? Là, vous allez au-delà de mes compétences. Moi, je suis compétent en matière de droit de la nationalité. Alors, reprenons en tout cas vos arguments sur... Ce que j'ai dit, je ne suis pas spécialiste de Mayotte, mais ce que je sais, et ça a d'ailleurs été confirmé par une tribune, même publiée le même jour, de Manuel Valls, et ça m'a été confirmé par des messages que j'ai reçus de conseillers de M. Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur et Premier ministre, c'est que, et ça a été dit dans les tribunes du Figaro, c'est que annoncer la renoncement du sol à Mayotte ne changera absolument rien. Ça créera du chaos dans notre constitution, dans le droit de la nationalité, et ça ne changera rien à la crise tragique que subit Mayotte. Voilà. Donc, ce que je trouve, ça ne changera rien ni dans l'immédiat, ni dans le futur. Ce que je trouve inacceptable, c'est que les politiques, et je pense particulièrement quand le président de la République dit c'est la plus grande maternité de France. Et alors, ça ne produit pas des Français. Ça laisse entendre, quand il dit ça, que le droit du sol à la française ressemble au droit du sol à l'américaine. À l'américaine, oui. Si vous accouchez aux États-Unis, c'est ce que j'ai dit dans l'article. Une femme étrangère qui accouche aux États-Unis, son enfant est américain. Il est extrêmement contraint aujourd'hui là-bas, le droit du sol. C'est pas que là-bas. Le droit du sol en France est conditionnel. Il faut soit 2 générations successives, ce qu'on appelle le double droit du sol, soit une manifestation de volonté à partir de l'âge de 13 ans, et en Mayotte, ils ont rajouté qu'en plus, l'un des parents doit être en situation régulière au moment de la naissance. Donc c'est terminé. Ça n'a aucun impact. Donc, je dirais que c'est vraiment mettre de l'huile sur le feu que de provoquer cette discussion sur de briser l'indivisibilité de la République en étant certain que ça ne produira aucun résultat par rapport à celui qu'on cherche. Vous dites un des 2 parents doit être français en plus, c'est ça? Non. On doit être en situation d'avoir une carte de séjour de plus de 3 mois. Non mais attendez, ce ne sont pas des conditions quand même draconiennes. Ce sont des conditions draconiennes. Parce que la plupart, et bien sûr, ils n'ont pas la carte. Ils n'ont pas la carte, ils arrivent. On leur donne pas la carte. Surtout que le temps qu'il te faut pour avoir une carte de séjour, j'ai connu quelqu'un ici qui est français. Ils ont accouché 2 fois avant. Donc la femme demande une carte de séjour. Et alors en plus, ça révèle l'incapacité à renvoyer les gens, parce que s'ils restent sur plusieurs générations. Bon, et puis il y a une chose qu'il faut quand même rappeler, et je l'ai rappelé dans l'article, c'est que si on a fait le droit du sol à la façon dont on l'a fait, c'est pour éviter que les enclaves étrangères se développent dans notre pays. Bien sûr. Parce que si vous laissez les enfants d'étrangers rester étrangers, le pays étranger a le droit de réclamer la protection diplomatique. Bien sûr. Et du coup, les Comores diront, Mayotte est à nous maintenant. Ça commence. Parce que il y a tellement maintenant, il y a une majorité de Comoriens dans l'île, de fait et de droit, et donc ça doit nous revenir. Donc en réalité, c'est dire qu'on va supprimer le droit du sol, c'est dire qu'on laisse, peut-être que c'est ça que veut le président de la République, Mayotte aux Comores. Moi, ce qui m'affole, c'est que sur tous ces sujets, que ce soit le durcissement, les pseudo-lois de durcissement sur l'immigration, comme d'ailleurs parfois dans la police, c'est l'impuissance de l'action et la théorie qu'il suffit de changer le cadre juridique pour résoudre des problèmes. Et ça devient comme ça une boule de neige d'impuissance encore plus forte et de doute stratégique sur les fondements de notre de la justice, des fondamentaux de justice. Et ça c'est très déstabilisateur dans une société. Ça déstabilise énormément, parce qu'on a l'impression, voilà,
En tout cas, le chef de l'État, j'ai besoin qu'il maîtrise les dossiers. Et là, cette annonce donnait vraiment le sentiment, soit qu'il ne le maîtrisait pas, soit qu'il voulait volontairement créer le chaos, ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai interpellé. Les Mahorais, et moi je connais un certain nombre de Mahorais, parce qu'il y a des coopératives HLM à Mayotte, je ne dis pas le mal qu'ils ont, les pauvres gars, à construire des logements et tout. Moi, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils préféraient que l'armée française patrouille tout autour de l'île, assez loin, pour qu'on ne soit pas pour protéger les eaux françaises, plutôt que d'être dans des situations où, une fois qu'ils sont là, on leur dit « tu ne seras pas français » ou machin, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stratégie, parce que c'est quand même pas gigantesque non plus, Mayotte. Hein. Et c'est vrai que c'est compliqué, parce que les petits bateaux, ils peuvent passer, bon. Mais quand même, avoir une vraie stratégie de défense pour empêcher l'intrusion massive, parce qu'il y a quand même un problème de masse, là. Oui, c'est quand même un problème de masse. C'est un problème qui ne peut pas se résoudre sans coopération avec les voisins. Non, mais là, avec les Comores, quand tu as des voisins, entre guillemets, malveillants, tu peux toujours, il faut négocier, il faut coopérer, mais au bout d'un moment, il faut quand même créer un rapport de force. Bon, enfin, en tout cas, c'est pas par le changement de droit de nationalité que ça se produira. Voilà. Bon, mais c'est clair. C'est très clair. Merci Patrick Weiss, vraiment merci pour votre intervention qui nous aide à prendre de la hauteur, voilà, qui remet, qui trace vraiment des pistes et de réflexion et d'action politique aussi, et on en a besoin, et qui redonne sens à ces sujets et à ces débats. Donc merci beaucoup. Et puis, on avait une question dans le chat aussi. Oui, alors très rapidement sur la laïcité. J'ai oublié de le dire, on est diffusé en direct. Voilà, pardon, j'ai oublié de le dire. Imposer par la loi une journée spéciale scolaire sur la laïcité avec une date précise, pas d'autres cours durant toute la journée. Ça existe déjà une journée laïcité dans l'éducation nationale. Alors il y a toute une semaine de la laïcité en réalité à l'occasion du 9 décembre. Alors je trouve qu'elle a lieu. Enfin, bon, alors. Moi, je crois franchement que c'est pas une journée qu'il faut. Hein, une fois dans une conférence que j'ai faite, je crois que c'était dans le Nord, et j'ai raconté toute l'histoire de Briand et Clémenceau. Mais alors, où ils sont aujourd'hui, les Briand et les Clémenceau? Ben, j'y en a plus. Mais soyons tous un peu, toutes et tous, Briand et Clémenceau. Il suffit de connaître. Vous voyez tout ce que je raconte dans mon bouquin sur les pressions sur autrui, tout ça. Il faut que les gens les connaissent, parce que rien que de pouvoir dire. Quand vous rentrez à la maison, on vous a appris que si vous subissez des pressions, soit pour porter un signe, soit pour ne pas le porter, la personne qui fait pression sur vous, y compris si c'est vos parents ou vos voisins peuvent aller en prison, déjà de le dire, ça vous donne une arme. Ça vous donne une arme, parce que vous connaissez Et je peux vous dire que les gamins, quand on leur dit ça, c'est la liberté de croire sans pression, le sans pression, ils le retiennent. Hein. Ils savent très bien ce que ça veut dire. Donc je dirais que je ne pense pas qu'il faille... Bon, une journée, ça fait commémoration. Moi, j'en ai assez des commémorations, comme si c'était un truc du passé. La laïcité, c'est un modèle d'avenir. Et je ne crois pas du tout, alors ça, je veux le dire pour conclure, qu'on dit on est très isolé. On n'est pas du tout isolé. Absolument pas. La séparation des églises et de l'État est une revendication. Aux États-Unis, avec Trump. En Iran, dans le monde arabe, par exemple, le président élu, frère musulman, Morsi, il a été rejeté par la population parce qu'il mélangeait la religion avec l'activité de l'État. Alors après, ils ont eu un dictateur qui laïque, mais qui est dictateur quand même. Dictateur, bon. Mais ce que je veux dire, c'est que la séparation, l'idée de la séparation de l'État et des religions est très populaire. Et il faut arrêter encore une fois de se... de dire on est très minoritaire, notre modèle est très isolé, par rapport... Absolument pas. Hein, et donc, je pense que, là encore, simplement, il faut mieux savoir, le connaître soi-même, pour pouvoir en parler autour de soi, le faire vivre dans sa commune, plutôt que de demander une commémoration. Voilà. Moi, je trouve qu'il vaudrait mieux avoir une dizaine de clips vidéo à la disposition des enseignants. Avec des textes, etc., qui soient, et que, ou avec effectivement... Et par exemple, que les élus invitent des jeunes au mariage. Oui, c'est ça, il faut faire vivre le truc.
Parce qu'on apprend, voilà, il faut que tout le monde s'y mette. Et il ne faut pas attendre. Voilà. Montre bien ce que vous dites, c'est que la laïcité orthodoxe va dans cette direction-là. Donc, voilà. C'est ce que vous avez décrit, c'est-à-dire le fait qu'il y a une sorte d'organisation du culte. Et laïcisé en 1792. Bon. Alors après, c'était pas le couple homosexuel, mais je dirais, il était plus contrôlé par l'Église, ou par les religions. Et le divorce était... C'est le divorce qui était la marque de la laïcisation du mariage. C'est-à-dire qu'on pouvait le rompre. Voilà. Bon. Mais la laïcité, c'est différent de la liberté d'expression. La laïcité, c'est l'organisation du respect de chaque option spirituelle. On n'a pas le droit de troubler un culte, on n'a pas le droit, le responsable du culte n'a pas le droit d'attaquer, n'a pas le droit de faire ce que l'imam de la mosquée de Pantin fait contre Paty, mais c'est l'organisation du respect. La liberté d'expression, c'est un autre régime juridique, c'est ce que fait vivre Charlie Hebdo, ce que voulait expliquer Samuel Paty, c'est pas la laïcité, c'est la liberté d'expression. Et d'où nous vient cet attachement au droit de caricaturer la religion? C'est l'affaire du chevalier de la Barre. C'est chevalier de la Barre qui, le martyr qui lui est imposé en 1765, qui choque tellement l'opinion catholique, qui divise les catholiques, et qui fait que la déclaration des droits des citoyens comporte cette disposition que la liberté d'opinion, y compris religieuse, et qu'ensuite le délit de blasphème est supprimé du code pénal en 1791. Donc tout ça, c'est... Là encore, quand vous expliquez aux gens la différence... Donc finalement, la liberté d'opinion, c'est le droit à l'irrespect. Alors que la laïcité, c'est le droit au respect. C'est pas tout à fait le même régime. Vous voyez? Donc il faut bien expliquer, et quand on explique bien, eh ben, les gens disent, ah ben, la caricature de la religion, c'est pas la laïcité, c'est la liberté d'expression. La laïcité organise, au contraire, le respect. Alors donc voilà, donc vous avez... ça clarifie dans la tête des gens, voilà, ça clarifie dans la tête de tout le monde. Oui, mais ils sont inséparables. Non, mais ils sont inséparables. Ils ont tous les deux été retirés de la régulation religieuse, mais ils s'en sont organisés de façon différente. Par exemple, vous avez la liberté d'opinion, le droit à l'irrespect. Le droit à l'irrespect a été réduit, par exemple, à l'égard des personnes, pour éviter le racisme, l'antisémitisme. Donc, vous voyez, tout ça, il faut expliquer l'ensemble de ces régimes. Ok. Merci pour ces derniers éléments. Nous essaierons, tout ce temps que nous sommes, d'incarner au quotidien ce que vous venez de décrire. Merci de votre invitation. Merci, et puis rendez-vous au prochain jeudi de Canberra. Merci.